Bonsoir, bienvenue à la Cité des Sciences et de l'Industrie. Je suis ravie de vous accueillir pour cette quatrième et dernière conférence consacrée au cycle Les Deux Infinis. Alors, il vous est proposé, en partenariat avec le laboratoire Astroparticules et Cosmologie du CNRS Université Paris Diderot, à l'occasion de la sortie du livre Passeport pour les Deux Infinis, paru chez Duno, que vous pouvez consulter sur le meuble là, à droite. Donc cet ouvrage a été conçu comme un parcours qui aborde d'un côté l'infiniment grand, de l'autre l'infiniment petit. Les deux parcours se rejoignant sur la question des particules élémentaires, question qui se place aujourd'hui au centre donc, de la problématique des origines de l'univers. Alors ce soir, nous accueillons Michel Spiro. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes physicien. La qualité de vos recherches a été saluée par de nombreux prix de la Société française de physique et de l'Académie des sciences. Vous avez dirigé l'Institut national de physique nucléaire et de physique des particules, l'IN2P3 du CNRS, et vous êtes aujourd'hui le président du Conseil du CERN, donc le Conseil européen pour la recherche nucléaire, installé près de Genève, siège du LHC, le grand collisionneur de Hadron. Alors, quelles expériences vont prochainement être menées au LHC et quelles révolutions sont-elles susceptibles d'apporter à notre compréhension du monde de l'infiniment grand à l'infiniment petit? Telles sont les questions qui vont nous occuper ce soir. Excellente conférence à tous. Merci pour l'introduction. Bonjour à tous, bonsoir à tous plutôt. Donc, je vais vous parler du LHC et des deux infinis. Je commencerai d'abord par parler des deux infinis, l'infiniment petit et l'infiniment grand, ce qui sera un petit peu difficile, mais j'essaierai de faire résonner surtout la dimension qui nous touche tous, c'est-à-dire le côté, les origines et les aspects philosophie des sciences et grands récits de l'univers qui sont un acquis des 50 dernières années, et pour lequel on espère bien avoir des découvertes très prochainement avec le CERN, le LHC, et avec d'ailleurs aussi le satellite Planck. Après, je vous parlerai un peu du CERN, qui sera plus facile, l'Organisation européenne de la physique des particules, auquel est connecté pratiquement le monde entier. Et ensuite, je vous parlerai de la machine LHC elle-même, et de là où on en est, et du calendrier qu'on espère pour les découvertes, mais évidemment les découvertes elles ne sont pas forcément au rendez-vous au moment où on les attend, et ce ne sont pas forcément les découvertes qu'on attend qui se produisent. Donc voilà, donc on va partir d'abord dans les deux infinis, donc particules et Big Bang, physique des particules, les particules élémentaires les plus petites de la matière, origine de la matière donc, et Big Bang, origine de l'univers. Sur les particules élémentaires, je vous dirai un petit peu où on en est, mais sans rentrer dans le détail, mais quand même vous montrer les acquis, dans quelle mesure le monde des particules élémentaires est très différent du monde qui nous entoure au sens classique du terme. C'est-à-dire que lorsqu'on observe la matière à très petite échelle, l'intuition qu'on a de la mécanique classique ne s'applique pas, et il faut faire appel à une abstraction plus grande. Par ailleurs, avec cette abstraction plus grande, ce qui est curieux, c'est que le monde des particules élémentaires s'unifie de plus en plus et le nombre de particules est très restreint, ainsi que les interactions qui les fait agir les unes sur les autres. Donc il y a une espèce d'unification à très petite échelle. Le monde paraît un peu indifférencié. C'est ce qu'on appelle l'unification. Je vous parlerai de ce qui est à la croisée à la fois de l'infiniment grand et de l'infiniment petit. C'est la nature du vide. Alors on pourrait dire a priori le vide, il n'y a rien à dire puisque c'est vide. En fait non, à cause de la théorie quantique, le vide est un quasi-milieu parce que ça fluctue, c'est plein de particules dites virtuelles. Et donc il y a beaucoup d'interrogations autour de la nature du vide. Et donc c'est là où on voit d'ailleurs que la matière, l'espace et le temps eux-mêmes sont très reliés lorsqu'on regarde ça à très petite échelle. Bien sûr, comme je vous l'ai dit, je passerai aussi à l'infiniment grand, donc le grand récit de l'univers, qui est donc maintenant un récit partagé par l'humanité entière. Donc il n'y a pas si longtemps qu'on peut raconter un récit partagé par l'humanité entière. Chacun a son propre récit qui est remonté à pas très longtemps. Là maintenant, d'un seul coup, on a un récit universel sur des milliards d'années. Et donc, bien entendu, ça fait appel à l'idée que les cosmogonies étaient toujours du domaine des religions. On commence à voir quelque chose qui ressemble à une cosmogonie scientifique, un grand récit, même si l'origine est toujours hors d'accès.
Donc je commence par la physique des particules. Et donc les deux questions sur lesquelles je vais passer un petit moment, c'est quels sont les constituants élémentaires de la matière, les constituants ultimes entre guillemets, parce que l'ultime, on a l'impression que c'est des poupées russes et qu'on n'arrivera jamais aux constituants ultimes, et quelles sont les forces fondamentales qui régissent leur comportement élémentaire. Et donc il y a de moins en moins comme de constituants, comme vous verrez, et de moins en moins de forces, donc une sorte d'indifférenciation dans le monde de l'infiniment petit. Alors encore une fois, ce qui est quand même extraordinaire, c'est qu'on arrive maintenant, à l'aide des télescopes et des accélérateurs, on arrive à accéder à la fois à l'infiniment grand, donc l'univers observable, qui fait quelque chose comme 10 puissance 28 cm. Ce sont les 13 milliards d'années-lumière, la distance que parcourt la lumière en 13 milliards d'années. Alors pourquoi on ne peut pas voir plus loin que ça? C'est que, puisque l'univers a un âge d'environ 13 milliards d'années, eh bien, la lumière des parties de l'univers qui sont au-delà de 13 milliards d'années n'a pas pu encore nous parvenir. Ça ne veut pas dire que l'univers s'arrête à 13 milliards d'années, ça veut dire que simplement, au-delà de cette distance, 10 puissance 28 cm, 13 milliards d'années-lumière, la lumière ne peut pas encore nous être parvenue à cause de l'âge fini de l'univers et de la vitesse de la lumière. Bien sûr, vous avez donc les galaxies, la distance Terre-Soleil, la Terre, 1 centimètre est là. Et donc, vous avez le monde de l'infiniment petit qui est de l'autre côté, les atomes, les protons, 10 puissance moins 1 millième de milliardième de centimètre. Les accélérateurs sont dans la région encore plus petites. Et puis, ce qu'on pourrait appeler le Big Bang. Alors, le Big Bang, c'est cette échelle-là, 10 puissance moins 28, c'est le facteur de... Vous savez que l'univers est en expansion, et donc si vous prenez 1 centimètre aujourd'hui, il avait, lorsqu'on essaie de remonter dans l'histoire de l'univers, le plus loin qu'on puisse remonter, eh bien ce centimètre n'avait qu'une taille de 10 puissance moins 28 centimètres. Donc comme je vous l'ai dit, l'infiniment grand, on l'observe avec les télescopes. L'infiniment petit, on l'observe avec les microscopes, que sont les accélérateurs de particules, et le LHC est le plus grand microscope aujourd'hui réalisé. Donc le monde de l'infiniment petit, eh bien, on part de la matière ordinaire, avec une infinie diversité. On sait que la matière est faite de molécules, les molécules sont faites d'atomes, les atomes sont faits de noyaux constitués de protons et de neutrons qui sont là, et les électrons qui tournent autour. Et dans les protons et les neutrons, actuellement, on sait qu'il y a des quarks. Donc actuellement, les particules qui sont dites élémentaires, ce sont les électrons et les quarks U et D qui constituent la matière ordinaire. En fait, donc en 50 ans, on a fait pas mal de chemin. On est passé donc de la matière ordinaire aux quarks et aux électrons. Alors en fait, dans le monde des particules élémentaires, des quarks et des électrons, il y en a un petit peu plus. Il y en a une douzaine. Je ne vais pas vous les décrire. Hein. Donc la matière stable est faite d'électrons et des quarks U et D, que vous voyez ici et ici. Mais il y a d'autres particules qui sont les neutrinos aussi, qui sont des particules élémentaires. Vous avez aussi des particules qui ressemblent aux électrons, mais qui sont plus lourdes et qui se désintègrent. Et puis vous avez d'autres quarks. Mais il n'y a pas plus qu'une douzaine de particules dites de matière. Et entre ces particules de matière interagissent des forces. Alors essentiellement, il y a 3 forces qui seront traitées comme des particules. La force dite forte, qui est véhiculée par une particule qu'on appelle le gluon. La force électromagnétique, qui est véhiculée par une particule qu'on appelle le photon. Et puis une force qu'on appelle faible, qui est responsable d'une forme de radioactivité, qui est véhiculée par les bosons intermédiaires, qui sont des particules assez lourdes. Et voilà donc le paysage des particules élémentaires. Donc vous voyez qu'on part de milliards de différentes formes de matière qui obéissent à des lois très simples, la physique classique. Et lorsqu'on descend pendant 150 années vers l'infiniment petit, on réduit le monde, la diversité du monde, à une douzaine de particules de matière et à 3-4 particules de force. Mais ceci au prix d'une abstraction fantastique et d'une mathématisation fantastique. C'est-à-dire au lieu de F égale M gamma ou PV égale RT, qui sont les lois de la matière classique, on se retrouve avec ce qu'on appelle la théorie quantique des champs relativistes, pour lequel il faut faire Bac+6 pour arriver à comprendre ce que c'est qu'un électron ou un quark ou un neutrino ou un boson intermédiaire. Mais au prix de cette mathématisation, eh bien, on réduit la diversité du monde à des objets très, très, très abstraits, mais qui sont des champs quantiques de matière ou de force. Alors, il reste ici encore une particule, le Higgs,
qui est celle, parce que toutes ces particules se différencient par le fait qu'elles interagissent de manière différente les unes des autres et parce qu'elles ont des masses différentes les unes des autres. Et l'origine de la masse, on l'attribue maintenant au fameux boson de Higgs, en fait à travers une propriété du vide quantique non triviale, c'est-à-dire que le vide à travers le boson de Higgs acquiert une espèce de viscosité qui donne une masse inertielle à toutes ces particules. Donc la masse des particules, c'est une propriété partagée entre la particule et le quasi-milieu qui est le vide quantique. Alors ce boson de Higgs, pour l'instant, on ne l'a pas vu. Et c'est un des grands buts du LHC. Et normalement, il doit être au rendez-vous ou ne pas exister au cours des deux prochaines années. Le LHC a redémarré très récemment, là, le week-end dernier. Il avait déjà démarré l'année dernière. Et au cours des 2 années 2011 et 2012, on pense qu'on aura accumulé suffisamment de collisions pour pouvoir trouver à l'intérieur de ces collisions soit la preuve de l'existence du Higgs, soit la preuve qu'il n'existe pas, ou au moins qu'il n'existe pas sous la forme de la théorie qui actuellement est la théorie dite standard, sur laquelle on s'accorde et qui rend compte de tous les phénomènes qu'on a observés jusqu'à maintenant au niveau des particules élémentaires. Encore une fois, donc, encore une unification. Donc, je vous ai montré déjà qu'il n'y avait pas beaucoup de particules et pas beaucoup de forces. Mais comme je vous l'ai dit, les forces elles-mêmes sont véhiculées par des particules. Donc là, on voit déjà quand même quelque chose qui est intriguant. C'est-à-dire les forces qui étaient dans la mécanique classique étaient du domaine des lois, alors que la matière, c'était la matière. Eh bien, on voit maintenant une interpénétration des lois et de la matière, puisque les forces elles-mêmes sont décrites par des particules. Donc, comme je vous l'ai dit, la force forte qui relie les protons entre eux dans les noyaux, alors que la force électrostatique tendrait à les éloigner les uns des autres, puisque les protons sont chargés de la même charge. Cette force est véhiculée par des gluons, qui sont des particules qu'on a pu voir. La force électromagnétique est véhiculée par des photons, c'est elle qui est responsable des ondes hertziennes et de la lumière. La force faible, donc la radioactivité bêta, l'énergie dans le Soleil, est véhiculée par des particules, les bosons intermédiaires. Alors échappe pour l'instant à cette description en termes de particules et de théorie quantique des champs relativistes, échappe la gravitation, qui pour l'instant est une vision géométrique décrite par Einstein dans un monde dit déterministe, qui est la géométrie d'Einstein. Alors est-ce qu'il y aura une force, une particule qu'on pourra lui associer, le graviton? Pour l'instant, on n'a pas réussi à concilier le cadre de quantique que l'on associe aux forces électromagnétiques et faibles. On n'a pas réussi à le concilier avec le côté géométrique et déterministe de la gravitation. Quand je dis quantique, ça veut dire qu'il y a un hasard intrinsèque. Dans la mécanique quantique fait appel à un hasard intrinsèque, même s'il y a des lois. Il y a un côté hasard et nécessité dans la mécanique quantique. Et donc, il y a une théorie quantique qui mêle les deux, alors que la gravitation est entièrement déterministe dans la gravitation d'Einstein et géométrique. Est-ce qu'un jour on conciliera les deux? Pour l'instant, on n'y est pas arrivé. Autres aspects encore d'unification. Donc, je vous ai dit que les forces, déjà maintenant, la force qui était considérée comme une loi avant, F égale m gamma, maintenant est devenue véhiculée par une particule. La force est reliée à une masse inertielle. Donc c'est cette masse, qui est d'ailleurs elle-même maintenant par la théorie d'Einstein reliée à la masse gravitationnelle, la masse pesante. La masse inertielle fait que quand vous appliquez une force, plus la masse est grande, plus vous avez du mal à accélérer une particule qui a une très grande masse. Et donc c'est là où le boson de Higgs intervient pour, à travers les propriétés du vide quantique, expliquer la masse, l'inertie des particules. Vous avez encore une autre forme d'unification qui apparaît à haute énergie, c'est l'équivalence énergie-masse, à savoir qu'à partir de l'énergie, à travers la relation d'Einstein, on peut fabriquer, à travers de l'énergie pure, on peut fabriquer de la masse, E égale mc2, que tout le monde connaît, et qui est à l'origine, par exemple, de l'énergie nucléaire. Cette fois-ci, c'est lorsque le noyau d'uranium fissionne, les deux éléments qui sortent de la fission du noyau d'uranium ont une masse. La somme des masses de ces deux éléments est inférieure à la masse de l'uranium, et la différence essentiellement est transformée sous forme d'énergie. Vous avez toujours la conservation de l'énergie, même dans la mécanique quantique, mais vous avez des fluctuations quantiques possibles autour de la conservation de l'énergie. Pendant un temps très court, vous pouvez vous permettre de ne pas conserver l'énergie, et même de faire apparaître à travers E égale mc2 des particules qui vont avoir une durée de vie très très courte, c'est la durée du flash, pendant lequel vous pouvez ne pas conserver l'énergie. Et c'est pour ça que quand je vous disais que le vide lui-même, si vous le regardez avec des petits flashs, eh bien vous le voyez rempli de particules fugitives virtuelles liées à E égale mc2 qui apparaissent et qui redisparaissent pendant un temps qui permet de ne pas conserver l'énergie avec les relations dites d'incertitude d'Heisenberg.
Et donc voilà donc, comment on en arrive à se représenter la masse inertielle des particules dans le vide quantique. Le vide quantique est donc plein de particules virtuelles qui sont fugitives, qui sont indétectables directement. Ces particules, donc notamment les particules de Higgs qui remplissent le vide, eh bien, introduisent une espèce de viscosité. Ceci dit, si on a suffisamment d'énergie lorsqu'on fait des collisions proton-proton, des collisions d'accélérateurs, on peut transformer l'énergie des collisions en masse, et donc normalement on devrait arriver à fabriquer un Higgs qu'on pourrait voir directement et qui peut être vu, même si sa durée de vie est courte et qui se désintègre en d'autres particules. Et donc c'est ce qu'on voudrait faire au LHC, c'est faire des collisions proton-proton, fabriquer le Higgs et probablement l'observer à travers ces produits de désintégration parce qu'il ne va pas vivre assez longtemps pour être détecté directement, mais il vivra un petit moment, il se désintégrera et on pourra l'observer. Donc c'est ça le but primordial du projet LHC, même si au-delà du Higgs, on espère faire des découvertes non attendues. Il y en a certaines qui sont supposées comme des nouvelles symétries, des nouvelles particules, un monde miroir des particules connues, ou bien des nouvelles dimensions dans l'espace-temps. Donc le LHC devrait être capable de trouver le Higgs pourvu que sa masse soit comprise entre 1 MeV, disons, 1 MeV et entre 100 GeV et 1000 GeV. Le GeV étant une unité d'énergie, l'électron-volt étant une unité d'énergie, c'est l'énergie qu'acquiert un électron dans une différence de potentiel d'un volt. Et donc le giga-électron-volt, c'est les 200 milliards d'électron-volts. Et donc dans une fourchette de une centaine de GeV jusqu'à un millier de GeV, on devrait être capable de trouver le boson de Higgs. Normalement, 2011 et 2012, donc le LHC a démarré, et 2011 et 2012 seront déterminants et devraient pouvoir répondre à la question shakespearienne, être ou ne pas être, pour le boson de Higgs. Et donc, s'il n'est pas là, ça veut dire que le modèle standard n'est pas la bonne théorie. S'il est là, on aura trouvé le chaînon manquant de la théorie actuelle. Donc j'ai déjà parlé pas mal d'unification. Je voudrais vous montrer que l'unification, c'est une constante de la physique longue et un mouvement. Alors peut-être qu'on peut dire que c'est une aspiration des scientifiques, mais en tout cas, ça a l'air d'être couronné de succès depuis un certain temps, puisque les premières unifications remontent à Newton, donc en 1687, avec, comme je vous l'ai dit, l'unification de la masse inertielle et la masse gravitationnelle, c'est-à-dire l'unification de la mécanique terrestre, F égale m gamma, ce fameux m qui est lié à l'inertie, la difficulté d'accélérer plus la masse est grande, et la mécanique céleste, donc la gravitation, le fait que les planètes tournent autour du Soleil, et le mouvement des étoiles aussi dans les galaxies. Plus tard, avec Maxwell, on a fondé l'électromagnétisme, c'est-à-dire l'unification des phénomènes électriques et des phénomènes magnétiques dans l'électromagnétisme, ce qui a donné lieu d'ailleurs aux ondes électromagnétiques, les ondes hertziennes, trouvées par Hertz. Plus récemment, on a unifié l'électromagnétique et la force faible, celle responsable de la désintégration bêta et puis de la fusion des thermonucléaires de l'hydrogène dans le Soleil. Ces deux forces maintenant sont unifiées, apparaissent indifférenciables lorsqu'on les observe avec le microscope du LHC par exemple, ou même de la machine qui a précédé, qui s'appelait le LEP, à des énergies d'une centaine de GeV, donc à des distances très petites, puisqu'on peut associer à une énergie une longueur d'onde. Et donc, à cette longueur d'onde, à cette résolution, ces deux forces sont indifférenciables. Et on se demande si ça va continuer, et si à très très haute énergie, évidemment, là on pense au Big Bang, puisque quand on remonte dans l'histoire de l'univers était de plus en plus chaud et de plus en plus dense. Et donc, ce que l'on produit auprès des accélérateurs, c'est ce qui se passait dans l'univers lorsqu'il était très chaud et très dense. Et donc, on peut penser que lorsqu'il était très chaud et très dense, les choses étaient de plus en plus indifférenciées dans l'univers. C'était une soupe de particules avec une diversité réduite, même s'il faut faire appel à une abstraction de plus en plus grande, et des forces de plus en plus unifiées. Alors, est-ce qu'on va remonter comme ça jusqu'à une seule force et une seule particule ? Ce n'est pas impossible, c'est l'espoir des physiciens. Pour l'instant, on n'y est pas. Donc, vous voyez encore, si je vais de la droite vers la gauche, donc de basse énergie vers la très haute énergie, et donc d'aujourd'hui vers un univers très très chaud. Je pars donc de cette unification magnétisme et électricité, maintenant avec la force faible, donc à 100 GeV, 100 gigaélectronvolts,
qui s'unifient pour donner le modèle standard électrofaible, où il y a le fameux boson de Higgs qu'on cherche. Vous avez aussi la gravité céleste et terrestre. Ça, c'est la gravitation universelle dont je vous ai dit pour l'instant, elle résistait à toute unification avec les autres forces qui sont des forces quantiques. Donc vous avez maintenant la force nucléaire aussi forte, dont on pense qu'elle devrait peut-être un jour s'unifier aux autres, à la force électrofaible, vers 10 puissance 15 GeV par là. Il est possible qu'on va découvrir une nouvelle symétrie qui permettra d'expliquer un peu tout ça. Et donc l'espoir, c'est d'arriver à une grande unification de ces trois forces électromagnétiques faibles et fortes vers 10 puissance 15 GeV au moment de ce qu'on appelle presque le Big Bang, c'est-à-dire la fameuse inflation. Et peut-être que la gravité viendra s'unifier encore à une énergie plus grande lorsqu'on était proche de la gravité quantique. C'est ce qu'on appelle le mur de Planck 10 puissance 19 GeV. Et c'est les théories des cordes qui pourraient peut-être unifier tout ça. Donc en quelques mots maintenant, l'histoire de l'univers et comment je la raccorde à ça. Donc ici à droite, c'est là où on en est. Je représente l'univers à 2 dimensions. Donc ça, on peut l'observer que jusqu'à une distance de 13 milliards d'années-lumière, parce qu'au-delà, la lumière met tellement de temps pour arriver à nous, si nous on est au centre ici, qu'elle ne nous est pas encore arrivée, parce que l'univers n'a qu'un âge de 13 milliards d'années. L'univers est en expansion. Donc si on remonte l'histoire de l'univers avec les lois connues, l'univers et les distances sont de plus en plus courtes. Donc c'est l'espace lui-même qui se détend, si je puis dire. Un peu comme si vous étiez à 2 dimensions, un ballon qui enfle. Donc si vous allez retourner en arrière dans le temps, eh bien l'univers et les distances sont de plus en plus courtes. Donc la matière est de plus en plus ramassée. L'univers est de plus en plus dense. Il est de plus en plus chaud. Jusqu'à remonter à un univers extrêmement chaud, où d'ailleurs c'est pratiquement jusqu'à là qu'on peut voir la lumière qui nous parvient des confins de l'univers. C'est le fameux rayonnement relique du Big Bang, parce qu'au-delà de cette époque-là, l'univers devient opaque à la lumière, et donc les seules traces qu'on peut avoir de cette partie-là, c'est à travers d'autres messagers que la lumière, notamment à travers les neutrinos, à travers les ondes gravitationnelles, et on essaie de remonter un peu plus loin à travers les théories qu'on a. On a une période dite d'inflation, c'est celle que vous voyez ici. Donc vue en arrière, c'est une période où l'univers s'était détendu très fortement, et donc si on remonte en arrière, il y compromet fortement. Et à partir de là, on commence à rentrer dans la zone où les lois de la physique ne peuvent plus s'appliquer, et on ne peut plus décrire ce qui se passait là. Néanmoins, on est capable de raconter l'histoire telle que l'ensemble de l'univers observable, aujourd'hui, 13 milliards d'années-lumière, était concentré sur 1 centimètre. Au-delà, on ne sait pas le raconter, parce que les lois de la physique ne s'appliquent pas, notamment l'unification de la gravité avec les autres interactions échappe actuellement à toute théorie. Donc on tombe non seulement sur le mur de Planck, mais sur le mur de l'ignorance. Donc encore la même image. Ici, vous avez un monde donc, où vous avez plein de neutrinos, plein de photons qui nous viennent des temps très reculés du Big Bang, où on a un rayonnement fossile. Vous avez les galaxies, les étoiles et tout ça. Vous remontez dans l'histoire du temps. Vous avez ici les atomes. Là, les atomes disparaissent. Vous n'avez plus que des photons, des neutrinos, des noyaux d'atomes. Ici, vous n'avez plus que des protons et des neutrons et des neutrinos. Le N voulant dire neutrinos, des électrons. Et ici, vous avez même les quarks qui étaient reliés, qui étaient confinés en des protons. Si vous allez encore plus tôt dans l'histoire de l'univers, ils étaient sous forme d'un plasma de quarks et de gluons. Les protons n'existaient même pas à cette époque-là. Cette époque-là, c'est une époque donc, où la température était de 10 puissance 15 degrés, donc 1 million de milliards de degrés. Et donc vous remontez comme ça, petit à petit, vers cette fameuse époque de l'inflation, qui est plus ou moins le mur de notre connaissance actuellement. Avec le LHC, vous remontez jusqu'à là. Avec les rayons cosmiques, on arrive un petit peu plus loin. Et donc, on arrive à cette fameuse inflation qu'on ne comprend pas très bien. Alors, avec la lumière, les images les plus lointaines qu'on a du cosmos, c'était les images donc, de Kobe, où essentiellement le cosmos nous paraît comme une soupe de lumière quasiment uniforme, avec quelques toutes petites fluctuations, probablement des résidus de la fameuse période d'inflation. À l'époque de Kobe, donc il y a maintenant une vingtaine d'années, ces
Ces fluctuations étaient difficiles à observer parce que les instruments n'étaient pas très performants. Avec WMAP, on les voit déjà nettement plus clairement. Et avec Planck, qui est un satellite qui observe actuellement l'univers lointain, donc le plus loin qu'on puisse regarder avec la lumière, avec d'autres messagers, on peut regarder un peu plus loin, eh bien, on verra encore plus les structures, les petites structures, à partir duquel l'univers s'est structuré avec des structures de taille extrêmement différentes. Et on pense que c'est pendant la période d'inflation qui a précédé que cette image des fluctuations s'est imprimée. Et donc, vous voyez qu'on a maintenant un grand récit de l'univers, que je vais essayer de vous montrer. Donc, si on plonge dans ces fluctuations primordiales, eh bien, ce sont ces fluctuations qui ont été à l'origine d'abord de quelques agrégats de matière qui ont donné lieu à des étoiles, d'abord des filaments et des étoiles que vous voyez là, pour ensuite donner lieu à des galaxies, et donc finalement à voir apparaître une complexité de plus en plus grande, et jusqu'à l'émergence du vivant sur notre planète, peut-être ailleurs aussi, et qui nous permet aujourd'hui d'observer avec nos satellites l'univers le plus loin qu'on peut. Donc bien sûr, c'est ce grand récit qui est extrêmement fascinant pour nous. Alors on pourrait dire que ça y est, on est au bout de la science, on raconte presque tout. Je vous ai dit qu'il y avait quand même un mur de l'ignorance vers les temps les plus reculés de l'histoire de l'univers, vers les origines, vers l'inflation, vers le moment où l'univers a apparemment explosé, je puis dire, sous forme très rapidement, au moins l'univers observable, la partie de l'univers qu'on observe, parce qu'il y a peut-être des parties au-delà de ce qu'on observe qui ont des formes complètement différentes, et des structures complètement différentes, peut-être même des lois différentes. Mais même dans ce grand récit de l'univers, avec l'univers qu'on peut observer aujourd'hui, on a quand même deux grandes inconnues, dont vous avez sans doute tous entendu parler, la matière noire, puisque quand on en analyse à travers la gravitation le contenu de l'univers, eh bien, l'univers qu'on observe, c'est-à-dire les étoiles, la lumière du Big Bang, même les neutrinos, tout le monde visible, donc les éléments lourds, les neutrinos, les étoiles, le gaz, ça ne rend compte que d'environ 5% de l'ensemble du contenu de masse et d'énergie dans l'univers. Il y a une partie qui est dite matière noire, qui est faite de matière, mais qui n'est pas de la matière faite de protons et de neutrons, d'atomes, une matière différente. Et ce n'est pas des neutrinos non plus. Donc peut-être que c'est fait sous forme de particules élémentaires, et on espère bien les découvrir, peut-être avec le LHC, ou bien les trouver autour de nous. Il y a beaucoup d'observatoires pour voir s'il y a pas si on baigne pas si on n'est pas dans un bain de particules élémentaires inconnues, notamment dans les laboratoires souterrains au Fréjus, dans le tunnel du Fréjus, on essaie de regarder s'il n'y a pas des particules qui nous traversent en permanence et qui constitueraient ces 20%. Et enfin, il y a une forme d'énergie qu'on associe à l'énergie du vide, ou si on prend la version d'Einstein, à ce qu'on appelle une constante cosmologique, qui représenterait 75% de la dynamique de l'univers, de l'énergie dans l'univers, auquel il faut faire appel pour rendre compte de ce qui se passe, notamment de l'expansion accélérée de l'univers aujourd'hui. C'est cette expansion accélérée que vous voyez sous cette forme-là, incurvée, qui avait démarré. Il y a eu une première expansion accélérée au moment de l'inflation, la fameuse inflation, ça c'était donc au tout début de l'univers, puis ensuite c'était à peu près linéaire. Et puis de nouveau maintenant, on assiste à une expansion accélérée. Et donc on pense qu'au début c'était aussi une forme d'énergie du vide, puis qu'il y a une énergie du vide qui a baissé après l'inflation, et donc tout s'est passé normalement, et il resterait une énergie du vide résiduelle qui provoquerait cette inflation à nouveau. Enfin, cette accélération de l'expansion. Donc encore une fois, quelle est la nature de la matière noire? Est-ce que ce sont des nouvelles particules qui pourraient être un monde miroir des particules connues, ce qu'on appelle dans certaines théories les particules supersymétriques, et que l'on cherche avec le LHC? Peut-être qu'on va les découvrir très bientôt. On espérait même déjà les découvrir en 2010. Pour l'instant, on n'a rien vu. Quelle est la nature de l'énergie noire? Donc, est-ce que c'est une énergie du vide, le fameux fourmillement de particules dont j'ai parlé, la fameuse viscosité, ou bien est-ce que c'est la constante cosmologique, c'est-à-dire une variable dans les équations d'Einstein, un paramètre dans les équations d'Einstein? On a un autre mystère, parce que j'ai oublié de vous dire qu'à toutes les particules, non seulement il y a... Donc je vais dire qu'on cherche s'il n'y a pas un miroir de supersymétrie, mais il y a un miroir qu'on connaît bien, c'est le monde des antiparticules. Normalement, chaque particule a son image antiparticule, et d'ailleurs quand on produit une particule avec un accélérateur, on produit aussi son antiparticule correspondante.
Donc les lois ont l'air d'être les mêmes entre la matière et l'antimatière. Des particules qui ont fait des atomes, les antiparticules auraient dû faire des antiatomes. Les étoiles devraient avoir des images qui sont les anti-étoiles, les galaxies des antigalaxies. Or, aussi loin qu'on regarde dans l'univers, on voit que de la matière et on ne voit pas d'antimatière. Et donc on se demande où est passée l'antimatière. Est-ce qu'il y a eu une dissymétrie au tout début, alors qu'on est parti sans doute de radiation, un peu comme de la lumière, et donc la radiation, en se transformant en particules, aurait dû se transformer en particules et antiparticules. Donc il y a une petite dissymétrie dont on ne comprend pas l'origine. Ceci dit, il va y avoir un satellite qui doit partir le 19 avril le dernier vol de la navette, qui s'appelle AMS, qui va regarder avec des instruments tournés vers l'espace pour voir s'il n'y a pas quand même des traces d'antimatière dans l'univers, notamment d'anticarbone ou d'antifer, qui nous arriveraient sous forme de rayons cosmiques produits par des anti-étoiles. Dans tout ça aussi, on s'interroge sur le rôle du hasard, parce que la mécanique quantique vous dit que dans toute histoire, et c'est une histoire quantique, il y a des brisures de symétrie, il y a des phénomènes aléatoires, intrinsèquement aléatoires, et dans quelle mesure le hasard a joué un rôle dans la structuration de l'univers. Alors, on sait qu'il y a aussi des lois, il y a sans doute encore beaucoup de lois nouvelles à découvrir. Quelle est la part des lois qui sont un peu la forme de la nécessité, si je puis dire, et quel est le rôle du hasard dans la structuration de l'univers? On retrouve au niveau du récit de l'univers une interrogation qui est un peu la même que celle de l'histoire du vivant. D'ailleurs, dans le grand récit de l'univers, il y a quand même une brique qui manque, qui est l'émergence du vivant. On ne la comprend pas très bien encore aujourd'hui. Et même dans l'évolution du vivant, la part du hasard, les mutations, et la part de la nécessité, la sélection, n'est pas encore totalement maîtrisée. Et dans l'univers, dans le récit de l'univers, la part du hasard et la part de la nécessité restent encore à explorer. Et donc j'en arrive maintenant aux principaux messages qui, à mon avis, touchent chacun d'entre nous et qui sont des messages universels autour de où on en est dans la compréhension du monde et ce grand récit de l'univers. D'abord, il faut être modeste. Comme je vous l'ai dit, on n'a pas résolu la contradiction entre la théorie de la relativité générale d'Einstein, qui est déterministe, dans lequel il y a une constante cosmologique qui est décrite comme une courbure intrinsèque de l'espace-temps et qui décrit l'accélération de l'expansion de l'univers. Et puis, la théorie quantique des champs relativiste, qui, elle, est intrinsèquement probabiliste, et dans laquelle la constante cosmologique est décrite par l'énergie du vide quantique. Entre tout ça, qui a raison? Est-ce qu'il y a une unification entre tout ça? On ne le sait pas. Et on sait en plus que lorsqu'on remonte dans l'histoire de l'univers, justement quand on arrive vers le mur de l'ignorance, les 10 puissance 15 GeV, l'inflation, tout ça doit interagir l'un avec l'autre, et on n'a pas encore la bonne théorie. Donc il faut être humble et on ne peut pas actuellement parler d'origine. On peut raconter un récit jusqu'à un certain mur de l'ignorance, et on ne peut pas aller au-delà. Ceci dit, on peut quand même spéculer, et donc il y a des questions ouvertes. Alors, bien sûr, la première question, qu'est-ce que ça veut dire le Big Bang? Qu'est-ce que ça veut dire le tout début? Et donc là, on est dans le domaine des croyances. Soit on va vers l'hypothèse d'une création et un domaine transcendant auquel qu'on peut pas toucher. Soit on dit que peut-être un jour, on aura une théorie qui expliquera tout. Les deux attitudes existent. J'ai du mal à croire quand même qu'on arrivera à avoir une théorie qui expliquera tout, parce qu'on sait déjà qu'en mathématiques elles-mêmes, on a ce qu'on appelle le théorème d'incomplétude, c'est-à-dire que les mathématiques elles-mêmes ne peuvent pas être un système fermé qui se comprend lui-même. Donc on aura probablement, nous, humains, un peu de difficulté à probablement comprendre tous les secrets de l'univers. Ceci dit, on peut toujours progresser. Et cette progression, maintenant, on commence à comprendre comment elle fonctionne. Et ce que je vous avais dit tout à l'heure, il semble qu'à peu près à chaque niveau de complexité, on arrive à le décrire par des lois, par des théories effectives. La mécanique classique, vous n'avez pas besoin de faire appel au quark pour écrire la loi des gaz parfaits, PV égale RT, même si en dernier ressort, ça dépend des atomes et les atomes des quarks et de la théorie quantique. Vous pouvez écrire que la pression que multiplie le volume est proportionnelle à la température, introduire des données effectives, pression
et volume et température qui vous permettent d'éviter de recourir à l'infiniment petit et avoir des lois qui s'appliquent au niveau de la physique classique. Lorsque vous allez vers les atomes, vous avez la physique atomique. Lorsque vous allez vers les noyaux, vous avez la physique nucléaire qui a ses propres lois. Et lorsque vous allez vers les quarks, vous avez bien sûr la théorie quantique des champs relativistes dont je vous ai parlé. Alors évidemment, chacune dépend du niveau du dessous. Il n'y a pas de rupture, il n'y a pas d'émergence. Mais à chaque niveau, on peut fabriquer des théories effectives qui s'appliquent aux composants que l'on veut étudier, à la taille des composants que l'on veut étudier. Et donc on a ici on voit bien qu'au fur et à mesure de l'histoire de l'univers, la complexité apparaît, et à chaque niveau de complexité apparaît un niveau de loi qui lui colle bien. Et donc on a une relation assez forte entre les lois elles-mêmes et la matière elle-même. C'est un peu ce que vous avez dit avec les forces qui étaient décrites par des particules. Donc c'est là où on se retrouve avec deux approches différentes. Ici, on est dans l'approche création, l'approche transcendante. La théorie du tout, c'est l'espoir d'avoir une compréhension de tout et tout sera expliqué. Les théories effectives, c'est une interaction qui donne à l'ensemble de l'univers, de la matière, des forces et des lois, une cohérence à différents niveaux. Comme je vous l'ai dit, dans l'histoire de l'univers, il y a des transitions de phase, il y a des brisures de symétrie. Le Higgs, par exemple, c'est une brisure de symétrie avec le vide quantique. Le déconfinement des quarks, c'est une brisure de symétrie. Et là-dedans, il y a encore un rôle du hasard qui n'est pas encore très bien compris dans tout ça. Donc, je vous donne pour l'instant que des pistes, il n'y a pas de réponse à tout ça. Donc, il y a toujours plusieurs approches. Par exemple, il y a ceux qui disent que l'univers, on l'observe jusqu'à une certaine distance, mais au-delà de l'univers observable, il y a sans doute encore de la matière et l'univers est infini. Et donc, on peut imaginer qu'à la fois dans le temps et dans l'espace, on a eu des lois, des matérialisations des lois très différentes et des paramètres. Les masses, par exemple, ont pris des valeurs différentes. Les lois même ont pu avoir des configurations différentes. Et on a donc une infinie de possibilités qui se réalisent en permanence dans l'univers ou qui se sont réalisées ou qui se réaliseront. Et on est, nous, juste dans la bonne bulle, ce qu'on appelle le multivers, dans la bonne bulle, où, bien sûr, forcément, c'est là où la complexité est apparue et qui a permis d'arriver jusqu'à l'émergence du vivant et jusqu'à l'homme. C'est un peu la même idée qu'il y a des milliards de planètes dans l'univers et nous, on est juste dans la bonne planète qui a les bonnes conditions pour que la vie apparaisse. Et dans la plupart des autres, c'est stérile. Il y en a peut-être d'autres aussi où il y a de la vie. Et donc, on pourrait appliquer ça au niveau de l'univers et des lois et avoir des espèces de bulles avec l'inflation dont j'ai parlé qui se produisent à des moments différents et dans des espaces différents. Donc, c'est ce qu'on appelle le principe de sélection anthropique, où le hasard joue un rôle important, même si les lois jouent aussi un rôle. Et puis il y a le principe déterministe avec une super théorie qui reste encore à trouver. Par exemple, la supersymétrie pourrait permettre d'expliquer des choses qui nous paraissent actuellement du domaine du hasard dans certaines masses des particules. Où la masse des particules est un reflet du hasard, ou bien une super théorie, notamment la supersymétrie, qui pourrait expliquer pourquoi la masse est ce qu'elle est. Et enfin, donc, comme je vous l'ai dit, il y a cette histoire des théories effectives qui s'appliquent à chaque niveau de complexité. Et ça rejoint la question de l'immanence versus la transcendance. Et ça rejoint des choses profondes, notamment Spinoza ou des gens comme ça. Le LHC va apporter sa contribution, puisque le LHC devrait, par exemple, nous dire si la fameuse hiérarchie des masses qui est liée à la masse du boson de Higgs est liée au hasard ou est liée à une théorie qu'on appelle la supersymétrie. Et donc, sur un point bien précis, le LHC devrait pouvoir répondre dans quelle mesure le hasard est responsable d'un certain nombre de choses, ou bien dans quelle mesure il y a une nouvelle théorie qu'on appelle la supersymétrie qui permettrait d'expliquer certaines choses qu'on ne comprend pas aujourd'hui. Donc, il aura un enjeu important, et donc fin 2012, où normalement on aura la réponse à la question du Higgs et de la supersymétrie, où d'ailleurs on espère organiser un grand événement à ce moment-là avec le CERN, peut-être avec la Cité des Sciences aussi. Et avec les résultats de Planck, je pense qu'on aura beaucoup de réponses à ces grandes questions que je vous ai mentionnées. Donc la fameuse transition de phase du vide quantique, on devrait mieux la comprendre avec le LHC. Et enfin, dernière chose, donc maintenant, comme je vous l'ai dit, la complexité, elle apparaît dans l'histoire de l'univers. C'est donc un ensemble de particules ou d'atomes ou de ce que vous voulez qui rentrent en interaction, qui donnent naissance à de nouvelles théories effectives, à de nouveaux objets.
Par exemple, les quarks sont devenus des noyaux, et c'est la théorie quantique, sont devenus des protons et des neutrons d'abord, et donc c'est la QCD, la théorie quantique des interactions fortes, qui permet de décrire les protons et les neutrons. Puis ensuite, il y a la physique nucléaire qui décrit les noyaux, etc. Est-ce qu'on a une espèce de méta-loi en physique, à savoir qu'à chaque niveau de complexité intervient une loi? C'est intéressant à savoir. Et on voit bien aussi à travers tout ça qu'il y a une espèce d'auto-organisation, avec un côté nécessité, donc qui est le côté des lois qui est global, et puis le côté probabilité, occurrence, qui est plutôt local. Lorsqu'on fait visiter le CERN à des enfants, donc maintenant je vais me rapprocher du CERN, on leur demande maintenant, et on a des écoles primaires du pays de Gex qui viennent, ou de Ferney-Voltaire qui viennent visiter le CERN, et on leur demande dessine-moi un physicien, et ils font des dessins. Alors je vous en ai sorti 2 là. Ici, vous en avez un qui est très joli, et c'est eux qui mettent la légende. Hein. Un physicien cherche le pourquoi du pourquoi. C'est à peu près ce que je vous ai raconté, je pense. Il y en a un autre qui a mis ça. Un physicien fait des milliers de calculs et cherche ce qu'il y a après l'espace. C'est à peu près ce que je vous ai raconté aussi. Donc c'est assez fidèle. C'est formidable. Hein. Et j'en ai comme ça des milliers de dessins qui sont extraordinaires. Donc maintenant, j'en arrivais au LHC et au CERN. Donc comme je vous l'ai dit, le LHC va essayer de répondre à la question de la masse des particules, le boson de Higgs, trouver peut-être s'il n'y a pas de nouvelles dimensions qu'on pourrait explorer dans l'infiniment petit, trouver une nouvelle physique, comprendre l'univers primordial, la nature de la matière noire. Et tout ça, ça se fait par la collaboration entre différents corps de métier, des cryogénistes, des physiciens, des informaticiens, des mathématiciens, et sans oublier tous les techniciens, y compris l'administration et le secrétariat. Le CERN. Donc le CERN a ses 20 États membres, l'organisation européenne, qui sont donc les États qui sont mentionnés ici. Il y a un nouvel État qui est la Roumanie. Il y a 8 États observateurs qui ont contribué à la construction du LHC, mais qui ne sont pas membres du Conseil du CERN, qui ne contribuent pas directement au budget du CERN, mais qui ont contribué en nature à la construction du LHC, l'Inde, Israël, le Japon, la Russie, les États-Unis, la Turquie. Et puis on a deux observateurs institutionnels qui sont la Commission européenne et l'UNESCO. Et puis par ailleurs, on a des accords de coopération avec le monde entier, comme je vais vous montrer dans un instant. Il y a 2000 titulaires permanents au CERN, 790 CDD, si vous voulez, et 10 000 utilisateurs qui viennent du monde entier. Le budget, c'est 1 milliard de francs suisses par an, c'est-à-dire à peu près 600 millions d'euros par an. Alors, une carte du monde. Donc là, vous voyez, en blanc, ce sont les pays avec lesquels on n'a aucun accord, qui ne sont pas connectés à cette physique. En rouge, vous avez tous les pays qui participent, qui ont des utilisateurs, donc qui participent aux expériences qui sont auprès du LHC, mais qui n'ont pas contribué à la construction du LHC, qui ne sont pas membres du CERN. En vert, donc vous avez les États-Unis, la Russie, enfin ceux que j'avais mentionnés tout à l'heure, la Chine, l'Inde. Donc ce sont les pays le Japon, qui ont contribué à la construction du LHC et qui sont observateurs au Conseil du CERN, c'est-à-dire qu'ils sont invités à certaines séances du Conseil du CERN. Et en bleu, donc, vous avez le fameux cœur du CERN, les États membres qui participent à toutes les sessions du CERN, votent le budget, définissent la stratégie, donnent les objectifs. Et fin 2010, le CERN, donc, compte tenu du nombre d'utilisateurs maintenant du monde entier, a décidé que l'accession au CERN pourrait être faite par n'importe quel pays, même s'il n'était pas européen, en dépit du titre Conseil européen de la recherche nucléaire. Et on a donc 5 pays qui maintenant demandent à rejoindre le CERN, qui sont la Serbie, la Slovénie, Chypre, ça c'est des États de l'Europe, mais on a l'Europe élargie avec la Turquie et Israël qui demandent à rejoindre le CERN. Par ailleurs, le Brésil, l'Inde et l'Ukraine demandent à être associés au CERN comme première étape avant de devenir membre du CERN. Et on espère bien à terme que les États-Unis, le Japon aussi deviennent associés au CERN. Donc voilà, les 10 000 utilisateurs, bien entendu, vous voyez ici, c'est quand même les pays européens qui en ont le plus. La France a 1000, la moitié du personnel du CERN est français, en gros. Mais à part ça, il y a des utilisateurs du CNRS et du CEA, 1 millier, qui viennent.
Donc le CERN, c'est une organisation internationale, mais la machine et le siège sont à la frontière franco-suisse. Donc vous avez ici Genève, le lac Léman, le jet d'eau qui est là, l'aéroport qui est ici. Donc vous voyez que la machine qui est souterraine, c'est ce rayon rouge qui fait 27 km de circonférence et qui passe sous l'aéroport, qui passe à travers la frontière est par là, qui passe, elle est par là, qui passe sous le Jura est ici, qui va vers donc Gex, ça c'est vers Ferney-Voltaire pratiquement. Donc vous voyez, et il y a 4 expériences donc les protons qui tournent dans un sens et dans l'autre se collisionnent à 4 endroits différents, ici à CMS, à LHCb, à Atlas et à LIS. Donc la machine est sous terre, donc vous voyez ça c'est le niveau du sol, et environ 100 mètres sous terre, et les 4 expériences sont là. Ça c'est l'anneau de 27 km, il est alimenté par un anneau plus petit, le SPS, qui était la machine qui existait avant le LHC, qui lui-même est alimenté par un anneau plus petit, qui est le PS, qui était la machine qui a servi au démarrage du CERN, qui lui-même est alimenté par un petit injecteur. On envoie des protons à partir d'une bouteille d'hydrogène, et on envoie aussi des noyaux de plomb. Et donc on fait aussi des collisions plomb-plomb pour voir un peu un nouvel état de la matière lorsqu'on fait collisionner 100 protons et 100 neutrons contre 100 autres protons et 100 autres neutrons, et avec l'idée d'essayer de fabriquer un plasma de quarks et de gluons, briser un peu la carapace des protons et des neutrons et faire un mini Big Bang sur un volume qui est le volume de deux noyaux de plomb. Donc voilà, c'est une nouvelle ère pour la science fondamentale qui démarre maintenant. C'est l'un des projets scientifiques les plus grands et les plus internationaux jamais réalisés. Et c'est bien sûr un tournant passionnant pour la physique des particules. Ça, c'est l'anneau, vous voyez la taille d'un individu. Ça, c'est la machine qui est au centre. Les protons circulent dans un anneau qui fait quelques centimètres de diamètre. Autour, c'est beaucoup plus gros. C'est le système cryogénique qui permet de maintenir les aimants à une température très froide pour avoir la supraconductivité. Et ça, c'est le système qui permet de se balader sur 27 km pour aller vérifier, souder, réparer, entretenir les 27 km de ce tunnel. Donc c'est l'exploration d'un nouveau territoire où on envoie des protons qui font 7000 GeV, c'est-à-dire 7 TeV, téra-électronvolts, contre 7 TeV, ce qui fait 14 TeV dans le centre de masse, c'est-à-dire dans 14 TeV au total. Et donc voilà les 4 grands détecteurs dont je vous ai parlé. Ils sont gigantesques. Vous voyez ici la taille d'un être humain, je ne sais pas s'il est observable, par rapport à ces détecteurs. Donc les caractéristiques, 14 TeV, comme je vous ai dit, l'énergie de collision, 7 TeV contre... Donc le TeV, c'est Tera. Tera, c'est 10 puissance 12, 1000 milliards d'électronvolts. Le champ magnétique, les champs magnétiques, donc les aimants, sont destinés à faire circuler, à faire tourner les protons dans cet anneau. Ils vont très très vite, ils vont pratiquement à la vitesse de la lumière, c'est 0,999 fois la vitesse de la lumière. Ces champs sont très grands, 8 Tesla, c'est des aimants supraconducteurs. Donc c'est le champ magnétique qui permet d'infléchir le faisceau de particules, leur donner des trajets circulaires. Entre les dipôles, il y a des quadrupôles qui permettent de garder la focalisation des faisceaux. L'intensité des faisceaux, c'est presque 1 ampère, c'est-à-dire c'est des véritables chalumeaux. Et l'espace entre les bouffées, c'est des paquets. Cet espace, c'est d'environ 7 mètres. Donc tous les 7 mètres, vous avez un petit paquet qui a à peu près 10 milliards ou 100 milliards de particules, et espacé de 7 mètres sur les 27 km. Et les paquets se rencontrent les uns les autres en 4 endroits seulement de la machine. Il y a 2 anneaux qui s'intersectionnent en 4 endroits. Donc quelques points de repère. Le CERN, c'est le laboratoire européen de physique des particules, Genève, 10 000 chercheurs du monde entier. Là, je vous ai donné les caractéristiques, 7 TeV contre 7 TeV. 100 millions de collisions par seconde en 2011 et 2012, c'est énorme. Et après, on arrivera au milliard en 2014-2015 par seconde. 27 km de circonférence, supraconducteur, tout ça c'est à une température de 1,9 degrés Kelvin. 3 milliards d'euros, le coût total, intégré sur 10 ans. Le démarrage a été fin mars 2010, à la moitié de l'énergie nominale. Pour l'instant, on est toujours à la moitié de l'énergie nominale.
On a commencé par 100 collisions par seconde et on en est à 100 millions de collisions par seconde. Si je prends une expérience comme Atlas, alors il y a une erreur ici, c'est 2500 chercheurs et ingénieurs, 30 pays, 300 millions d'euros. Alors voilà un peu à quoi ressemble un aimant du LHC. Donc vous avez les deux tubes qui sont ici où passent les protons, et le champ magnétique qui est créé par ces bobines-là, il va de ici, il monte, et là il redescend, si bien que les protons tournent dans un sens ici, et ils tournent dans un autre sens ici. Le même en coupe, donc vous avez les deux tuyaux qui sont là et là. Donc 1200 aimants dipolaires qui ont chacun 15 mètres environ, avec deux faisceaux de tubes qui font 5 cm de diamètre. Le LHC comprend au total 9300 aimants parce qu'il y a des quadrupôles entre les aimants dipolaires. Ils sont tous refroidis à l'azote liquide d'abord. Il y a 10 000 tonnes à refroidir à l'azote liquide. Et ensuite, ils sont refroidis à 1,9 degré Kelvin avec de l'hélium liquide qui devient d'ailleurs superfluide. C'est-à-dire c'est un état quantique cohérent de 27 km de long. Donc voilà les 4 expériences avec, encore une fois, comme je vous l'ai dit, la taille d'un individu. Là, vous voyez, ici, par rapport à ces expériences. Une multitude de détecteurs qui permettent d'imager les trajectoires des particules qui sont produites lors des collisions, ces collisions ayant lieu au centre. Je ne sais pas si je pointe, si ça va ouvrir quelque chose, j'en sais rien. J'ose pas. Alors voilà donc le 30 mars 2010, les premières collisions observées par les 4 détecteurs. Et donc ça, c'est les traces qu'ont pu voir Alice. Donc Alice observe les collisions plomb-plomb. Essentiellement, c'est ça son créneau. Mais en fait, Atlas aussi observe les collisions plomb-plomb, mais surtout destiné. Donc Alice est surtout étudié la physique nucléaire plomb-plomb. Atlas, c'est la physique proton-proton, même s'il regarde aussi les collisions plomb-plomb. LHCb, c'est essayer de comprendre les différences de comportement entre la matière et l'antimatière, voir s'il y a des différences entre les particules et les antiparticules. Et CMS, comme Atlas, c'est chercher à la fois le boson de Higgs, la supersymétrie. Ce sont des détecteurs généralistes. Voilà Atlas, à quoi ressemble la visualisation des collisions. Donc en 2010, on a démarré, comme je vous l'ai dit, à 100 collisions par seconde. Et on en est maintenant à 100 millions de collisions par seconde. Donc on a gagné quasiment 6 ordres de grandeur en intensité. Et donc maintenant, la chasse au boson de Higgs peut commencer. Et donc c'est pour ça qu'on va tourner en 2011 et 2012. À l'été 2010, déjà, il y a eu une conférence mondiale de la physique des particules qui s'est tenue à Paris, au Palais des Congrès, où d'ailleurs le président de la République est venu dire quelques mots. Et il y avait déjà des premiers résultats. Notamment, on voyait très bien les collisions entre deux protons qui donnent lieu à 2 jets de particules opposées. D'ailleurs, c'est ces 2 jets qu'on représente de manière graphique ici. 2 jets de particules, donc c'est des quarks qui se cognent l'un dans l'autre. Donc vous avez les quarks spectateurs qui continuent dans le tube à vide. Puis vous avez 2 quarks qui, boum, se rentrent dedans comme 2 boules de billard et qui s'échappent à grand angle. Et qui, comme les quarks, ils n'aiment pas être tout seuls, ils se réhabillent immédiatement avec d'autres quarks et gluons par E égale MC2, et ils fabriquent des particules qui vont toutes dans le sens de là où le quark a été éjecté, et l'autre quark aussi. Et donc vous voyez très bien les 2 quarks qui sont l'un en face de l'autre, qui émergent d'une collision proton-proton. Et c'était d'ailleurs... la masse la plus grande, on a analysé la masse de cet objet-là à 2 quarks pour voir si on avait affaire à un nouvel objet. C'était la masse la plus grande qu'on ait jamais observée, mais pour l'instant, c'est de la diffusion élastique style boule de billard, et il ne semble pas qu'on ait affaire à un nouvel objet qui se désintégrerait en 2 quarks. CMS a observé des événements des collisions à très très haute multiplicité, qui ont des propriétés assez bizarres, pas totalement comprises encore. CMS aussi a vu une collision qui pourrait ressembler à un boson de Higgs qui se désintègre en 2 particules Z avec 4 muons, qui est très spectaculaire. Il faudra attendre de voir si ça se confirme ou pas. Mais enfin, la chose la plus spectaculaire, qui n'était pas attendue, c'est ce fameux nouvel état de la matière trouvé à partir de collisions plomb-plomb. Donc les plombs, on fait aussi de quarks et de gluons. Et donc on s'attendait à ce qu'on ait
de nouveau, lorsqu'il y a deux quarks qui se tapent l'un dans l'autre, on aurait dû avoir deux jets qui viennent l'un en face de l'autre. Et là, on voit qu'un seul jet, et il n'y en a pas qui viennent en face de... Il n'y a rien qui est en face. Qu'un seul jet de particules. Alors, c'est interprété par le fait qu'on a créé un état de la matière extrêmement dense, que la collision a eu lieu un petit peu en périphérie. Donc, on a eu un jet de particules qui est sorti, et l'autre qui devait traverser la matière pour ressortir de l'autre côté, il n'a pas pu, et il a été absorbé par la matière. Et donc, c'est un nouvel état de la matière, probablement un plasma de quarks et de gluons extrêmement dense qui a été créé. Et donc, le LHC, c'est destiné aussi à s'émerveiller. C'est le slogan que je dis d'ailleurs souvent dans mes conférences. C'est pas indignez-vous, c'est émerveillez-vous. Et vous allez voir l'image suivante où les gens étaient réellement émerveillés par cette découverte, qui a été la découverte la plus importante de l'année, ce nouvel état de la matière. Voilà, donc on a eu quand même déjà en 2010 des choses intéressantes et qui n'étaient pas attendues. Alors, comme je vous l'ai dit, 2011-2012, on espère bien peut-être trouver le boson de Higgs. Donc, on a de l'ordre de quelques centaines de millions de collisions par seconde. À terme, on devrait atteindre le milliard de collisions par seconde. Pour l'instant, on n'y est pas encore. Il faut trier dans tout ça quelques collisions qui sont le boson de Higgs. Et normalement, donc le rendez-vous, c'est fin 2012, où, comme je vous l'ai dit, on aura un grand événement qu'on espère célébrer avec les résultats de Planck et du LHC, où on pourra dire s'il existe ou pas, si le modèle standard est confirmé, ou bien si au contraire, il faut faire appel à une nouvelle théorie, si on a des signes de nouvelles physiques comme la supersymétrie ou des dimensions cachées. Quelques retombées quand même du CERN, parce que je ne peux pas quand même laisser ignorer que cette forme de recherche est une forme de recherche collaborative mondiale. Donc c'est une forme de mondialisation collaborative. Et pour ça, le CERN, dans ce cadre de collaboration mondiale, a développé, enfin c'est l'endroit où ont été développés un certain nombre de techniques, d'outils totalement nouveaux, dont un qui est célèbre, qui est le web, qui est né pour faire collaborer et faire partager l'information mondialement avec un accès libre. Ça, c'était avec la machine précédente, le LHC, et qui a quand même révolutionné la planète. Maintenant, l'outil nouveau qu'a développé le CERN, c'est ce qu'on appelle la grille de calcul. C'est-à-dire, c'est comme pour analyser toutes ces données, les milliards de collisions par seconde, on ne peut pas le faire avec un centre de calcul unique placé au CERN. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a relié les centres de calcul du monde entier pour en faire un supercalculateur qui est une toile d'araignée en réseau. Donc, tous les centres de calcul sont mis en réseau. Et ça unifie mondialement les ressources de calcul pour la physique des particules. Ça permet à n'importe qui, qu'il soit en Inde ou aux États-Unis, d'accéder à toutes les données et à la même puissance calcul. Donc il y a un côté aussi égalité des chances et partage de la puissance calcul et des données. Donc en Europe, on a 267 centres de calcul avec 4000 utilisateurs. Et ailleurs, on a encore 200 centres de calcul et 1600 utilisateurs. Bon, il y avait le projet de SETI, de recherche d'intelligence dans l'espace, qui était un peu basé là-dessus, mais maintenant c'est une échelle plus grande. Donc comme je vous l'ai dit, le World Wide Web, ça a fourni l'accès à l'information qui est répartie dans des milliers de sites géographiques. La grille de calcul est une infrastructure répartie et partagée mondialement qui fournit l'accès aux données et à leur analyse. Et il n'y a pas que ça, le CERN est très actif dans les logiciels libres, dans les publications en libre accès, et sur l'archivage des données en accès libre. Donc le CERN est l'endroit où se forgent des outils d'une mondialisation basée sur la coopération. Et ça, c'est un apport important. Et on a demandé d'ailleurs, on vient de faire, c'était la semaine dernière, le conseil du CERN en liaison avec l'OCDE, qui est l'organisation de coopération et de développement économique. L'OCDE va faire une étude, et ça sera un espèce de test, des retombées économiques et sociétales du CERN et du LHC en s'en servant comme exemple pour la recherche fondamentale, analyser l'impact avec plusieurs méthodes. Et ils espèrent, fin 2012, délivrer un rapport qui pourrait être soumis au Conseil du CERN et puis également au Conseil de compétitivité des ministres européens et au G20. Donc voilà à quoi ressemble ce fameux supercalculateur toile d'araignée. Ça, c'est l'échange des données en ligne, si je puis dire, un flash entre les continents et entre les différents pays pour utiliser cette toile d'araignée mondiale.
Donc les retombées du CERN, vous avez donc des accélérateurs de particules, vous avez de l'imagerie, vous avez du traitement des données. Tout ça, c'est utilisé, comme je vous l'ai dit, abondamment. Maintenant, on voit même des applications médicales où on peut avoir des faisceaux de hadrons qui viennent déposer leur énergie juste au bon endroit, dans le cerveau en particulier, sur une tumeur auquel on ne peut pas accéder autrement. Donc une espèce de bistouri sous forme d'accélérateur. Donc, et la grille pour la gestion et l'analyse des données médicales, qui est extrêmement intéressante aussi. C'est un peu le berceau aussi de ce qu'on appelle le cloud computing, qui devient très populaire. Donc fin 2012, on espère donc faire un conseil du CERN exceptionnel au niveau ministériel pour analyser les résultats du LHC et avoir une vision pour la physique des particules des 20 prochaines années. Il y a 3 pistes actuellement qui sont envisagées, soit une piste de collisionneur électron-positron linéaire, basée sur une technique qu'on connaît actuellement, qu'on appelle la technologie des cavités supraconductrices, qui permettrait d'explorer jusqu'à 500 GeV, qui est parfaitement mûr, qui pourrait être déclenché tout de suite. Soit une technique plus audacieuse, où on transfère l'énergie d'un faisceau de basse énergie, mais de très haute intensité, à un faisceau de faible intensité, mais de très haute énergie, une nouvelle méthode d'accélération qui permettrait de faire un collisionneur linéaire électron-positron jusqu'à 3 TeV, ou bien une autre possibilité qui serait de tripler peut-être l'énergie du LHC en utilisant des aimants plus puissants, notamment ceux qui sont développés auprès de ITER, la machine à fusion thermonucléaire à Cadarache. Tout ça pour dire quand même qu'on a d'autres manières d'accéder aux très hautes énergies et aux origines et au passé très lointain de l'univers. Les rayons cosmiques, j'en ai dit un mot tout à l'heure, qui permettent d'accéder à des énergies incroyables. 10 puissance 20 électronvolts. Moi, je vous ai parlé de 7 TeV. Le TeV, c'est 10 puissance 12 électronvolts. Mais évidemment, il n'y en a pas beaucoup. Vers 10 puissance 20 électronvolts, il y en a un rayon cosmique qui nous arrive par kilomètre carré et par an. Néanmoins, on a réussi dans la Pampa, en Argentine, à équiper un réseau de 3000 km², donc qui nous permet d'avoir quand même quelques particules par an de 10 puissance 20 électronvolts et d'accéder, évidemment, pas avec 100 millions de collisions par seconde, mais d'accéder avec quelques particules à la physique au-delà du LHC. Et puis, alors, ça se fait par la détection indirecte, c'est ce que vous voyez, c'est un rayon cosmique qui frappe dans l'atmosphère et qui fait une gerbe qui vient se répandre dans la Pampa. Il faut bien voir que ça, cette énergie, c'est une particule, un proton, qui a la même énergie qu'une balle de tennis à 100 km/h. Et donc, comme je vous l'ai dit, qu'on essayait d'observer l'univers lointain et primordial, d'abord avec COBE, avec une résolution pas très grande, ensuite avec WMAP, une résolution bien meilleure, et maintenant avec Planck, qui aura une résolution de ce style-là, ce qui permettra de voir l'univers avec des yeux beaucoup plus précis. Et donc, avec tout ça, j'espère bien qu'on avancera dans les... je ne sais pas si vous arrivez à lire, dans les questions fondamentales qui sont donc vers une cosmogonie scientifique, qui est une quête de l'humanité, qui est basée sur un rationalisme collectif et qui rassemble par-delà les différences religieuses ou de citoyenneté. Vous avez vu dans la carte du monde, vous avez Israël, l'Iran, le Pakistan qui participent aux mêmes expériences. Le LHC, donc la plus grande aventure scientifique mondialisée. Comme je vous l'ai dit, on étudie des interférences subtiles entre le local et le global, entre le hasard et la nécessité, et on assiste à une émergence d'un emboîtement de structures et de lois. Il y a encore du chemin à parcourir, mais un rendez-vous vers fin 2012. Et donc le dernier mot, merci beaucoup. Pour les questions, je passe le micro. Tout d'abord, bravo pour votre exposé particulièrement clair. J'aurais une petite question qui est une question de non-spécialiste. Vous nous avez montré le modèle standard. Mais qu'est-ce qui fait
qu'il manque quelque chose au modèle standard actuel, ce quelque chose étant le X. Pourquoi on a pas l'impression, mais pourquoi la situation fait qu'il manque quelque chose au modèle standard actuel que vous baptisez le boson de Higgs? Alors, le modèle standard actuel est capable de calculer précisément toutes les probabilités d'apparence dans les collisions que l'on fabrique, qu'on a fait autour de toutes les machines dans le monde. Le modèle standard est capable de calculer ce qu'on va observer. Et ça marche, on observe ce qui prédit. Mais pour faire ces calculs, il est obligé d'introduire une particule supplémentaire, le boson de Higgs, et en lui donnant une masse entre 100 GeV et 1000 GeV. Il n'arrive pas encore à dire quelle exactement masse il a besoin pour rendre compte des observations que l'on fait, mais il est obligé de la mettre. Si on ne la met pas, eh bien, les calculs divergent et donnent des infinis qu'on n'arrive pas à traiter. Donc, autrement dit, pour arriver à être quantitatif et faire des prédictions, le modèle standard a besoin du boson de Higgs, sinon les calculs donnent lieu à des infinis. Mais ces calculs laissent la place pour une marge d'incertitude. Pour être plus précis, pour rendre parfaitement compte de tous les résultats qu'on observe, le modèle standard nous dit que la masse du boson de Higgs devrait être entre 100 GeV et 200 GeV. Mais il peut accepter qu'elle soit un petit peu plus grande que ça. Donc la prédiction du modèle standard, c'est que le Higgs devrait avoir une masse entre 100 GeV et 200 GeV. Si on pousse un petit peu les choses un peu plus loin, on dit que c'est entre 100 GeV et 1000 GeV. Et normalement, le LHC doit être capable de découvrir la particule, dire s'il est là ou s'il n'est pas là. Si elle n'est pas là, eh bien, c'est que le modèle standard, il faut le remplacer par autre chose. Donc c'est dans les calculs qu'il manque quelque chose. C'est dans les calculs qu'il manque quelque chose. C'est à travers les calculs. Merci. C'est même la cohérence du modèle standard. Sans le modèle de Higgs, on a des infinis de partout et il n'est pas cohérent. Pour arriver à avoir une prédiction qui soit un nombre, on a besoin du boson de Higgs. Alors, une particule de très haute énergie dans un champ magnétique émet un rayonnement de rayons X qu'on appelle le rayonnement synchrotron. Il a gêné pour arriver à une énergie supérieure à 75 GeV pour le proton. Il est utilisé intelligemment dans ESRF ou Soleil. Est-ce que ce rayonnement synchrotron peut constituer aussi une limite pour des accélérateurs de protons ou de plomb? Ah, j'ai plus les diapositives. Oui, alors j'ai dit que actuellement, les protons étant beaucoup plus lourds que les électrons, 2000 fois plus lourds, ils émettent beaucoup moins de rayonnement synchrotron que les électrons. Ceci dit, déjà au LHC actuellement, il y a un peu de rayonnement synchrotron dans le domaine des infrarouges, et ça contribue à un problème de refroidissement. C'est-à-dire que déjà, l'hélium superfluide doit refroidir ce rayonnement qui est émis par les protons. Et c'est ça il y a deux choses qui nous limitent. Je vous ai dit que dans les projets vers 2030, on espérait peut-être une des possibilités, ça serait de multiplier par 2 ou par 3 l'énergie du LHC, donc de monter à 30 TeV au lieu de 7 TeV. On a deux limites qui sont les champs magnétiques qu'il faut atteindre, mais après on a de nouveau un problème de refroidissement parce qu'effectivement à cette énergie-là, on aura des kilowatts à éliminer avec de l'hélium superfluide. Donc on est proche de la transition où les protons à plus haute énergie vont commencer à émettre des rayonnements synchrotrons et ça va devenir une limite pour les machines à protons. Ça l'est déjà pour les machines à électrons, c'est pour ça qu'on parle de collisionneurs linéaires. Il y a encore une possibilité de monter d'un facteur 2 ou 3 avec l'énergie du LHC, mais au-delà, on est limité par le rayonnement synchrotron. Ça va très vite, ça va comme l'énergie à la puissance 4, donc ça va très très vite après. Deuxième petite question. Il y a une trentaine d'années, certains avaient pensé effectivement qu'il y avait de la matière et de l'antimatière dans l'univers, que par exemple, nous sommes antimatière et que Andromède aurait été de la matière et qu'Andromède serait notre jumelle en antimatière. Bon, on sait aujourd'hui que ce n'est pas le cas, mais qu'est-ce qui permet d'éliminer qu'il y ait de l'antimatière dans l'univers, puisque ça se ressemble au point de vue rayonnement électromagnétique? Voilà, donc on connaît bien ce qui actuellement fait penser qu'il n'y en a pas, c'est qu'on connaît bien la structuration de l'univers, hein, c'est des espèces de filaments qui se rejoignent les uns les autres, donc tout est un peu connexe, il n'y a pas de grands vides, il y a des grands vides dans l'univers, mais autour il y a des filaments de matière, et donc s'il y avait de l'antimatière, des anti-étoiles, des antigalaxies, elles seraient sur des filaments aussi, et il y aurait des frontières entre la matière et l'antimatière,
Et dans ces zones de frontières, on devrait voir des lieux d'annihilation fabuleux, qu'on ne voit pas. Ceci dit, malgré tout, on peut se dire peut-être qu'il y a quand même des endroits qui ne sont pas connectés à la matière et où ce sont des filaments d'antimatière. Et c'est pour ça que dans ce cas-là, il devrait y avoir des anti-étoiles et des anti-supernovae. Et donc, ça devrait émettre des anti-rayons cosmiques, et donc notamment des anti-rayons cosmiques de carbone ou de fer, et qui sont fabriqués dans les anti-étoiles. Et c'est pour ça qu'on lance le 19 avril, la dernière navette spatiale va emporter à son bord un détecteur de rayons cosmiques qui va regarder si on ne voit pas de l'anti-hélium, des noyaux d'anti-hélium qui nous arrivent dessus, ou d'anti-carbone ou d'anti-fer, qui serait le signe qu'ils ont été produits dans des anti-étoiles. Parce que dès qu'on a dépassé l'hélium 3, pratiquement, tout ce qui est hélium 4 ou carbone, c'est fabriqué dans les étoiles, en grande partie. Bon, l'hélium 4 encore, il peut y en avoir du Big Bang, mais dès qu'on arrive vers le carbone, c'est les étoiles qui fabriquent. Donc l'anti-carbone serait fabriqué dans des étoiles par des anti-étoiles. Oui, bonsoir. Donc, on voit un magnifique projet qui coûte extrêmement cher. On a d'autres projets en Europe, en particulier tous les projets actuels de fusion nucléaire. Est-ce qu'il y a une assistance ou un transfert de capacité entre les projets du CERN et le projet ITER ou d'autres? Alors, entre la fusion thermonucléaire et le CERN, il y a un va-et-vient et un dialogue constant. D'abord, je fais un tout petit bémol sur le mot extrêmement cher. Il faut bien voir que le LHC, c'est une machine qui est partagée par le monde entier. Donc, si vous la divisez par le nombre d'utilisateurs, 10 000, et par les 10 années qu'il a fallu pour la construire, c'est pas plus cher, beaucoup plus cher que ce qui se passe en biologie ou en physique atomique, où les expériences sont beaucoup plus diverses et il y en a des milliers. Là, il n'y a qu'une seule expérience. Deuxièmement, donc, l'hélium superfluide qui est utilisé pour le LHC est le résultat de développement qui avait été fait par la machine qui a précédé ITER pour la fusion thermonucléaire, qui s'appelait Torsupra, d'ailleurs à Cadarache aussi. Et donc la possibilité de faire le LHC, et notamment ce refroidissement dont j'ai parlé, est liée à des développements qui ont été faits par la fusion thermonucléaire avant ITER. Le développement des aimants pour le LHC a été la base de l'étude des aimants qui sont utilisés dans ITER. Et maintenant, la nouvelle technologie que met au point ITER, le nobiéméthane, sera peut-être la base de la technologie qui sera utilisée pour la machine qui viendrait surpasser les performances du LHC vers 2030. Donc il y a un va-et-vient permanent et un dialogue assez proche entre les gens de ITER et les gens du CERN. Oui, merci beaucoup pour cette conférence d'abord. J'ai deux questions à vous poser. La première, c'est est-ce que cette machine va apprendre beaucoup de choses sur les neutrinos? Parce que c'est important dans le modèle standard. Et ma deuxième question, c'est je ne vois pas très bien comment un photon peut faire une liaison, parce qu'on voit qu'il est émis et absorbé, mais comment il peut faire une liaison qui en rapprocherait deux choses. Voilà. Bon, alors la première question. Je n'ai pas parlé beaucoup des neutrinos parce qu'effectivement, c'est un enjeu important pour le modèle standard. Ça fait partie des choses dont on ne comprend pas très bien leur propriété, notamment leur propriété de masse et d'oscillation d'une famille de neutrinos à une autre famille de neutrinos. Le LHC n'apportera pas beaucoup dans ce domaine-là. Et même, je dois vous dire que l'idée qu'on a, c'est que l'Europe se focalise donc sur la frontière haute énergie, comme je vous l'ai dit, avec le LHC et peut-être les prochaines machines qui sont exposées sur l'écran, là. Et donc avec l'idée que la frontière haute énergie attirera le monde entier en Europe pour travailler avec le CERN. Et donc on est dans l'idée que, par contre, au Japon et aux États-Unis, où petit à petit ils abandonnent la frontière haute énergie, ils la cèdent à l'Europe, eux vont mettre le paquet sur les neutrinos. Et une manière de les faire venir au CERN, c'est aussi de dire que nous, Européens, on peut aussi travailler avec eux aux États-Unis et au Japon, encore qu'ils ont des problèmes les uns et les autres actuellement en ce moment, totalement différents d'ailleurs.
nous, on peut les aider aussi à travailler sur les neutrinos dans leur région. Donc on va vers un espèce de partage mondial de la physique des particules, les neutrinos étant plus étudiés en Asie et en Amérique, et la frontière haute énergie, la grosse machine, étant plus du domaine de l'Europe. Alors la deuxième question. Alors c'est vrai, vous avez raison, on voit très bien comment on peut avoir une force répulsive en échangeant une particule. C'est comme lorsque vous avez vu l'image où il y avait deux barques et vous avez deux personnes sur chacune des barques et puis vous envoyez un ballon à l'autre, les deux barques se repoussent par la conservation de la quantité de mouvement. C'est la propriété de la mécanique quantique de montrer que ça peut aussi aller dans l'autre sens, ça peut aussi les attirer. Mais je ne vois pas d'image qui permet de le comprendre intuitivement, facilement. Je n'en ai pas là actuellement. Oui, juste à côté de l'interlocuteur. Moi, je voulais savoir pratiquement comment est-ce qu'on peut dire un mot sur la manière d'enregistrer ces 700 millions de collisions par seconde et comment est-ce qu'on peut éventuellement différencier tout ça. Ça me paraît dantesque. Alors, vous avez raison. Donc, ce qui est fait, c'est que vous avez plusieurs niveaux de déclenchement. C'est-à-dire que vous avez d'abord une électronique avec des détecteurs très très rapides et une électronique sommaire qui analyse les collisions qui arrivent. Donc on a quelques nanosecondes pour regarder les signaux et les stocker. Donc éventuellement on en stocke un millier, donc de l'ordre de la microseconde, pour analyser rapidement si l'événement est simplement deux particules qui se touchent à peine et il n'y a pas beaucoup de choses à regarder dedans, et pour les jeter. Et donc déjà dans un premier temps, vous en éliminez pratiquement, vous n'en gardez qu'un sur 1000. Et ensuite, le 1 sur 1000 qui reste, vous donnez une milliseconde pour les regarder plus en détail avec des détecteurs un peu plus lents et un peu plus d'électronique et trier à nouveau. Donc vous avez 3 niveaux avant d'arriver finalement sur bande magnétique avec uniquement 100 collisions par seconde. C'est-à-dire vous passez de 100 millions de collisions par seconde à 100 collisions par seconde en faisant des tris successifs, les uns très rapides au niveau de la microseconde, les autres au niveau de la milliseconde et les autres au niveau de la seconde. Okay, et donc, c'est effectivement une prouesse. Oui, bonsoir. Est-ce que le LHC permettrait d'invalider la théorie standard? Ah oui. Si en fin 2012, on n'a pas trouvé le boson de Higgs, c'est fini la théorie standard. Il faut trouver autre chose. Et puis si on trouve une physique nouvelle qui n'est pas décrite par le modèle standard, ça veut dire qu'il faut le dépasser. Alors il y a deux choses. Soit on l'invalide si on ne trouve pas le boson de Higgs, soit on le dépasse, c'est-à-dire qu'on montre qu'il y a une théorie qui devrait l'englober et rendre compte de phénomènes plus rares à des échelles plus petites, à très haute énergie, un peu comme le modèle standard dépasse la physique atomique ou la physique nucléaire. Donc il peut y avoir soit une invalidation, il est remplacé par quelque chose, soit un dépassement. Un peu aussi comme la théorie d'Einstein dépasse la théorie de Newton, mais sans l'invalider. Simplement à des échelles de certains phénomènes, la théorie de Newton ne peut pas rendre compte de tous les phénomènes. Et ma prédiction, compte tenu du fait que le modèle standard marche très bien, ce sera plutôt un dépassement que simplement le jeter à la poubelle. Oui, est-ce que je peux prendre la parole? Excusez-moi, je reprends la parole. Vous parliez des retombées du programme LHC et vous parliez par exemple du web. Est-ce que si le web n'avait pas été repris par les États-Unis, est-ce qu'aujourd'hui on aurait Internet? Alors, il faut que je sois plus précis. Le CERN donc, développe des outils collaboratifs mondiaux, et donc évidemment mondiaux les rend publics. C'est pas au moment du LHC, c'était au moment du LEP, c'est-à-dire la machine précédente dans laquelle on faisait tourner dans le tunnel du LHC, on faisait tourner des électrons et des positrons, mais on avait déjà des collaborations mondiales. Et donc Tim Berners-Lee, qui est l'inventeur du web, était au CERN, et il a développé donc cet outil pour que les physiciens d'Inde, des États-Unis puissent avoir accès à toute l'information sur la machine et sur les expériences et accéder à toutes les données.
pour qu'ils puissent apporter leurs briques en connaissance de cause de tout ce qui se passe. Et lorsque le web est né, donc c'est une information qui est dispatchée à droite à gauche au CERN, il y avait déjà Hewlett-Packard aux États-Unis qui était sur la piste et qui avait vu ça et qui voulait le breveter. Et donc l'action du CERN, ça a été de le mettre tout de suite dans le domaine public et donc de le rendre gratuit. Sinon, le web aurait été inventé, hein, il n'y a aucun doute, il aurait été inventé. C'est pas parce qu'il y avait déjà la même préoccupation. C'est allé un peu plus vite au CERN parce qu'il y avait cette demande de collaboration mondiale. Mais l'apport du CERN principal, c'est de l'avoir rendu gratuit et libre accès, parce que la face du monde aurait été certainement différente, notamment dans les pays arabes, par exemple, en ce moment, si le web était payant et l'accès à Internet était payant. Donc c'est ce côté, et c'est la même chose avec les logiciels libres, les publications gratuites, c'est ce côté outil de coopération mondiale gratuit, open access, open lab, comme on dit, qui est le côté tout à fait original dans la mondialisation, qui est quand même une mondialisation actuellement basée surtout sur un côté compétition et payant. Actuellement, c'est le modèle dominant. Et le CERN apporte une autre couleur, dont je suis particulièrement fier, moi, personnellement. Ah, il y a un petit problème. Ce qui est dommage, c'est qu'on ne sait pas que le CERN, le LHC, est gratuit et diffusé comme ça. Là, vous voyez, vous apprenez quelque chose, c'est dommage. Les données du LHC sont même rendues publiques dans les lycées avec la recette pour rechercher le boson de Higgs. Donc les enfants peuvent aussi jouer avec les données du LHC, ce qu'on appelle science à l'école. Ça a été d'ailleurs, c'est un peu dans la tradition de Charpak, hein, de donner accès à des choses concrètes aux élèves des lycées. Oui, alors j'avais encore une question à poser. Je conçois qu'une collision proton-proton, c'est-à-dire les trois quarks, peuvent avoir une certaine probabilité. Mais alors, quand vous avez parlé de collision électron-positron, alors là, je suis soufflé parce que d'abord, c'est infinitésimal par rapport au proton. Et deuxièmement, il y a quand même là ces vitesses relativistes. On a l'impression que ce sont des ondes qui vont se croiser. Alors, pour moi, je suis très médusé, enfin très intéressé de voir d'abord si c'est possible et puis qu'est-ce que ça va donner. Ces collisions, on a déjà fait, avant le LHC, on a fait des collisions électrons-positrons. C'est vrai que les électrons et les positrons sont considérés comme ponctuels, mais ils ont malgré tout une longueur d'onde, comme vous l'avez dit. Donc il y a forcément, par la mécanique quantique, à l'énergie où ils sont, ils ont quand même une certaine une longueur d'onde qui leur est associée et qui permet de faire des collisions. Lorsqu'ils passent au voisinage l'un de l'autre, eh bien, il y a une excitation qui se fait dans l'espace où ils sont le plus près l'un de l'autre et qui donne lieu à des phénomènes qu'on peut appeler des collisions, où ils sortent des débris à travers des transferts d'énergie. Donc ça, c'était parfaitement observé. C'est un peu à l'inverse de la matérialisation de la lumière en électron-positron. Mais un électron-positron vous donne des radiations de partout. Bon, je crois qu'on va pouvoir s'arrêter là. Merci infiniment. Merci beaucoup. Là, je vous souhaite un bon retour et j'espère vous retrouver prochainement dans ce même auditorium, notamment samedi. Enfin, vous avez le programme à disposition, donc on propose plein de choses. À très bientôt et bonne soirée.